Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Tech Invaders. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Noémie Tur. Noémie, c'est quelqu'un qui a un parcours exceptionnel. On a travaillé ensemble quand on était chez Google il y a quelques années de ça. Elle a ensuite été chez Pinterest pour commercialiser les solutions publicitaires de Pinterest, pour ensuite prendre la position de Country Manager et Head of Sales chez WeTransfer pour les solutions publicitaires qui arrivaient en France, donc l'ouverture du marché de la pub pour WeTransfer. Et récemment, elle a démissionné pour monter sa boîte, pour accompagner les entreprises en croissance et les conseiller sur toute leur stratégie sales et go-to-market. Et ce qui est drôle avec Noémie, je vais te laisser la parole dans un instant, c'est que je pense un des tout premiers souvenirs que j'ai de Noémie, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était en dehors du travail, c'était une bataille de boules de neige à Dublin, quand la ville était en tempête, fermée, tout était... les supermarchés étaient vidés tellement les gens paniquaient et nous on était dehors à se faire des batailles de boules de neige et depuis c'est une grande amitié qui a continué. Donc voilà, Noémie, bienvenue et merci d'être présente ici. Merci Hugo, trop contente d'être là. Merci pour l'invitation. On est à Vivatech ici, ouais. On sent une énergie, l'événement vient à peine de commencer. C'est quoi tes premières impressions ? Mes premières impressions Vivatech 2025, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de monde, ce qui donne beaucoup d'énergie, mais ce qui donne aussi beaucoup de fatigue, je trouve, parce que c'est vraiment ultra busy. J'espère qu'on réussira à rencontrer un max de monde et à tirer profit de cet événement. Mais il y a du monde. Il y a du monde, c'est intense, mais c'est incroyable de voir toute la tech qui est présente ici, des plus grandes boîtes aux plus petites startups, aux groupes traditionnels. Ouais. On a travaillé tous les deux dans la tech, tu as travaillé dans la tech. Est-ce que tu peux nous dire, peut-être, première question, pourquoi tu as quitté cette position ? Tu étais Country Manager France, Head of Sales, même sur plusieurs marchés. Tu quittes des responsabilités, tu quittes une exposition à des positions de leadership, des conditions salariales qui, je le pense, en feraient rêver plus d'un, pour te lancer à ton compte. Qu'est-ce qui t'a drivé à te lancer ? C'est une excellente question. Je me pose encore la question. Non, je plaisante. La tech, ça a été l'école pour moi. Chez Google, chez Pinterest et chez WeTransfer, j'ai eu l'opportunité d'apprendre et d'accumuler vraiment un stack de skills qui sont exceptionnels parce qu'on est entouré de gens ultra brillants, parce qu'on travaille dans des entreprises qui ont des process qui sont juste les meilleurs du monde, parce qu'on travaille avec des outils qui sont aussi les meilleurs du monde souvent. Et donc, en fait, j'ai vraiment eu l'impression et la joie, tu vois, pendant 7 ans, de continuer d'apprendre. Donc, tu sors d'école, tu rentres dans la tech et t'apprends. Tu vois des choses qui fonctionnent. Et il y a un moment où tu te dis, j'ai bien envie de le réutiliser pour moi, tu vois, genre pour aider les autres différemment. Et donc, en fait, comme tu l'as dit, moi, j'ai eu une carrière sales assez traditionnelle, un peu accélérée, mais assez traditionnelle. J'ai été account executive, account stratégie chez Google, donc j'ai vendu de la solution publicitaire à des clients comme un sales classique. J'ai ouvert Pinterest en France avec une équipe de gens ultra talentueux, donc j'ai eu cette partie un petit peu plus strat, country launch, et ensuite je l'ai fait moi-même en directrice, comme tu disais, commerciale. Et donc, quand tu passes toutes ces phases et quand tu vois tout ça, tu te dis, mais il y a des gens, tu galères déjà, grand 1, et tu te dis, mais il y a plein de gens qui doivent galérer. Et en fait, du coup, la tech, ça a été l'école où j'ai vu plein de galères, mais entourée de gens ultra brillants avec des outils et des process de ouf. Et du coup, je me suis dit, vas-y, maintenant je vais aider les autres. Maintenant, je vais faire ça pour des boîtes plus petites qui ont moins accès à ces talents, à ces process, à ces outils. Et je lance Helio. Donc, c'est vraiment on donne. On a reçu, on donne. C'est très parlant ce que tu dis, de voir les galères et les galères qui te forgent et qui te font toujours aller plus loin, à tel point que tu oses dire que tu as eu une carrière assez classique de sales chez Google, alors que en fait, rien que ça déjà, c'est pas classique d'aller dans ces entreprises-là. Il y a beaucoup de gens qui en rêvent, qui passent des process d'entretien ou qui n'arrivent même pas des fois à accéder au processus d'entretien.
Donc même ça, en vrai, c'est pas classique et c'est quand même une sacrée humilité de le dire. Alors, on va reparcourir un peu tout ça. Vas-y. Est-ce que tu peux nous dire concrètement où tu as grandi, Oui. d'où tu viens, quel était qui était Noémie avant même les études et qu'est-ce qui t'a amené à ce secteur de la tech? J'ai grandi en Picardie, dans une petite ville qui s'appelle Soissons, dans une famille avec 2 frères, des parents trop sympas. J'ai eu une enfance ultra joyeuse, avec des parents qui m'ont toujours dit quelque chose que je me dis toujours aujourd'hui, c'est « va là où tu brilles ». J'aimais bien l'éco, j'aimais bien déjà j'aimais bien un petit peu la vente, etc. Donc je me suis dit allez, école de commerce. Donc j'ai fait une prépa. Ensuite j'ai fait une école de commerce à l'EM Lyon. Tu savais à peu près ce que tu voulais faire dans la vie à ce moment-là, où tu te lançais dans les études Non, comme ça? je savais pas. En vrai, je savais pas. Je savais que j'aimais bien l'économie, j'aimais bien les langues. J'avais un tempérament assez extraverti, donc je me disais que c'était un secteur qui avait l'air de convenir à ma personnalité, où j'allais pouvoir briller justement. Mais franchement, il y avait plein de trucs qui m'intéressaient. Donc c'était pas une évidence de devenir sales chez Google. Et pourtant, tu y es allé. Et pourtant, j'y suis allée, mais j'y croyais pas. Alors, tu sais, quand j'ai passé mes entretiens chez Google, déjà j'étais trop contente. Enfin, je pense évidemment. Voilà. J'ai eu l'opportunité de passer des entretiens grâce à justement un ancien de l'EM également qui était chez Google, qui m'a proposé, qui m'a un peu ouvert les yeux sur le fait que c'était possible. J'ai passé les entretiens, ça s'est bien passé, je suis Il arrivée. t'a référé? À référer. Il y a eu un référol, il y a eu peut-être revue de CV, préparation aux entretiens. Tout à fait. Ouais. Exactement. Je pense une méthode ancestrale et préhistorique de Tech Invaders. Exactement. Donc ouais, j'ai eu en effet un coaching, un référol, donc je me suis beaucoup préparée. Parce que tu dis, c'est une chance d'être chez Google, et en effet, c'est un truc de dingue. Mais en fait, la vérité, c'est que c'est surtout beaucoup de travail. T'as 1% de chance parce que, bah oui, t'as le référol, t'as quelqu'un qui t'ouvre les yeux, etc. Mais tu travailles les entretiens comme un dingue. Enfin, c'est beaucoup de travail, surtout. Je pense que c'est accessible si t'es OK de vraiment travailler. Il y a 1% de chance, mais il y a 99% de travail, je pense. Et je pense que ce travail-là, tu le maîtrises à la perfection, parce que des entretiens, tu en as passé beaucoup au long de ta carrière. Tu as évolué chez Google. Tu peux nous expliquer en quelques mots ton métier quand tu es arrivé et les évolutions que tu as eues. Et alors, pardon, désolé, je te challenge. Challenge-moi. Pardon. C'est tout nouveau. J'introduis le buzzer. Le buzzer avec un logo Tech Invaders qui lève la main. C'est pas un doigt d'honneur. Okay. C'est un hello, moi je veux parler. Merci de préciser. À plusieurs moments pendant cette interview, je cliquerai sur le buzzer. Okay. Et l'objectif, c'est une petite question simulation d'entretien, simulation de conditions réelles. Et exceptionnel. Comme je sais que tu maîtrises ça à fond et que tu m'as donné ton accord, voilà, je me permets de te challenger. Avec plaisir. Du coup, est-ce que tu peux utiliser la méthode STAR pour nous expliquer ce que tu as fait chez Google quand tu es arrivé? Bien sûr. Donc la situation, c'est que j'ai rejoint une équipe de small business accounts, donc c'est-à-dire des petites entreprises qui avaient besoin de se digitaliser. Parce que j'ai rejoint Google en 2016, il y a 10 ans. Et en fait, les petites entreprises en France, il y a 10 ans, n'étaient pas digitales. C'était la situation. La task, donc le T, qu'on me demandait, c'était justement d'accompagner ces petits business pour leur permettre de se digitaliser et d'adopter le stack Google. L'action à mettre en place, le A du STAR, pour réussir, c'était du coup une très bonne école de vente, une très bonne école de rigueur, où en fait on avait des listes de clients à appeler, à rencontrer et à convaincre sur le sujet. Donc c'est pour ça que je disais que c'était un rôle de sales classique, dans le sens où tous les sales du monde, chez Google ou non, ont ce travail de prendre leur téléphone, d'appeler leurs prospects, de comprendre leurs besoins et de répondre à leurs besoins. Le résultat sur le rôle, mon premier rôle en SMB, c'était d'atteindre des targets et de faire d'augmenter le revenu publicitaire généré par Google. Ça, je réussissais bien. Et ça m'a surtout permis de passer dans un autre rôle assez rapidement, qui était un rôle un petit peu similaire, mais plus senior, où on accompagnait des entreprises qu'on appelait mid-market chez Google, donc un petit peu plus grosses, avec des revenus, des CA qui sont plus élevés. Et du spend, des budgets plus élevés également. Des budgets d'investissement, exactement. Voilà. Et donc ça, c'était exceptionnel, parce qu'à l'époque, j'avais
même pas 24 ans et j'ai accompagné des entreprises comme DIM, enfin vraiment des grands noms en fait du retail français. Et ça, c'était complètement dingue. C'est fou. Tu étais une des plus jeunes presque de l'équipe, non? Il n'y avait pas quelque chose comme ça? Je sais plus, mais j'étais pas très vieille. Ouais. Ce qui est fou, à 24 ans, de gérer plusieurs millions d'euros de budget, d'accompagner, parce que tu dis conseiller, accompagner des entreprises, précisément, c'est des directeurs marketing, c'est des dirigeants d'entreprise, c'est un niveau de seniorité très élevé et on te forme à tout ça. Quel est ton auto-feedback de ta star? Trop longue. Ok. Sur un entretien. Attends, qu'est-ce que tu as bien fait déjà? Alors, qu'est-ce que j'ai bien fait? J'ai bien suivi les étapes. Je pense que ma situation a été claire. Je pense que c'était clair. Mais je vous recommande pour vos entretiens d'être plus rapide. J'avais mal préparé. Bon, on est en discussion en soi. Exactement. Et plus de chiffres. Je me rappelais plus de mes targets, de mes overachievements de targets. Exactement. J'allais dire, pour moi, je trouve que c'est très clair, c'est limpide, on voit que tu la maîtrises. Par contre, le chiffre, il le manque. Il y a aussi des sujets de peut-être confidentialité. Tu n'as peut-être pas envie de révéler tout. Mais un petit chiffre. La notion de millions d'euros de budget, ça donne une belle impression. C'est vrai. Je mets la casquette du coach Tech Invaders ici. J'adore, je la prends. Ok, donc tu évolues vers du mid-market, des sujets plus stratégiques. Ouais. Tu passes combien de temps dans ces deux rôles? J'ai fait un an, je crois. Et qu'est-ce qui t'a le plus impressionné chez Google? Surtout aujourd'hui, alors que je lance mon entreprise, je repense à Google avec vraiment des étoiles dans les yeux. Ce qui est exceptionnel chez Google, c'est que vous êtes dans une entreprise dans laquelle les process et les outils sont les meilleurs du monde. Franchement. Toutes les étapes de vente sont pensées, sont décomposées, sont gamifiées pour les équipes. Tous les outils sont réadaptés exactement pour le produit Google, pour pouvoir vraiment suivre l'avancée du business. Et en fait, je réalise, ça fait quand même quelques années que je le réalise, mais là, maintenant que je suis dans mon entreprise, c'est vraiment très très fort, à quel point c'est exceptionnel. Et je me rappelle, je pense que Hugo, tu t'en souviens aussi, on a eu une manager intérim qui avait participé à la construction d'un des outils sales qui s'appelait, je ne sais plus maintenant. Green Tea, ouais. Et à l'époque, moi, je me rendais pas compte à quel point c'était exceptionnel ce qu'elle avait fait. Et là, je me dis, mais waouh! C'est fou. En fait, on se rend compte quand on part et qu'on voit ailleurs à quoi ça ressemble. Pour vous donner juste un exemple pour que ce soit très concret, et ça a beaucoup évolué depuis parce qu'on parle de ça, c'était déjà il y a 10 ans. Ouais. Mais il suffisait de cliquer et tu avais un pitch deck, donc des slides personnalisés à l'entreprise, à son secteur, à ses campagnes, avec le pitch de la solution que tu recommandais et l'impact sur les impressions, le taux de conversion, le ROI. Tout ça a été fait en un clic, juste avant un rendez-vous, en 1 minute. C'était fou. C'est complètement fou. Et on parle d'IA énormément aujourd'hui, mais c'était déjà le cas très très fortement à l'époque. C'était du pré-IA. Alors aujourd'hui, avec ce qu'il y a, ça doit être incroyable chez Google. Ouais. Ok, donc fast forward. Est-ce que tu aimerais partager d'autres éléments sur ton aventure chez Google avant qu'on progresse sur la suite? Process et outils exceptionnels et évidemment talent exceptionnel. On s'est rencontrés, Hugo. On a rencontré beaucoup d'amis, beaucoup de copains et beaucoup de gens avec qui je travaille aujourd'hui. Ouais. Donc c'est aussi une chance pour le réseau et au-delà du réseau qui peut parfois sonner un petit peu, je trouve, un peu faux. Tu vois, c'est des rencontres. C'est vraiment des gens qui t'inspirent, qui font des choses exceptionnelles et que tu suis et ça donne de la force. Et aujourd'hui, on est quasiment tous entrepreneurs. Quelques années plus tard, c'est dingue. Hyper intéressant. Comment tu t'es sentie en arrivant dans cette entreprise? T'étais à l'aise? T'as eu un syndrome de l'imposteur? J'étais ultra contente. Vraiment, je me rappelle d'un sentiment quand j'ai atterri à Dublin pour ma première semaine d'onboarding, mais vraiment, la joie. Ouais. J'étais ultra fière. Je me suis dit, mais je l'ai fait. Enfin, il y avait un côté vraiment de joie, de fierté. Et après, tu commences, tu rencontres tous tes nouveaux collègues et tu te dis, pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais là? C'est joie, fierté. Enfin, joie, fierté, gros syndrome de l'imposteur. Mais je trouve que quand même, on était entouré de managers et encore une fois d'outils, de process qui font que ça te permet de te dire, mais en fait, je vais y arriver. Je vais avoir les clés, ça va bien se passer. Ça va pas durer 100 ans, tu vois. J'ai eu très peur les premières semaines en me disant, mais ça va être le cauchemar. Et en fait, tu te rends compte que y a tout ce qu'il faut pour que tu succèdes, pour que tu t'en sortes. Et on te dit que c'est normal aussi de ressentir ça. Bien sûr. Ok.
Derrière, tu es allé chez Pinterest, mais Ouais. tu as eu un rôle en agence aussi avant. Le mid-market, c'est ce que tu C'était en considères le agence. rôle agence. Oui, c'est ça. Oui, ok. Ouais. Euh, Malgré tout ça, tu Oui. décides de quitter Oui, Google, oui. Dublin. D'ailleurs, la vie à Dublin, c'était comment? Parce que j'ai plein d'élèves qui me disent alors j'aimerais trop aller chez Google, mais Dublin, je sais pas trop. Et Dublin, c'est exceptionnel. Moi, je suis contre ce Dublin bashing. C'est la meilleure ville et en toute transparence, j'aimerais bien y retourner. Franchement, je Ok. trouve que c'est génial, c'est ultra cosmopolite. Il pleut pas tous les jours. Non, pas tous C'est les jours. faux. Il y a du soleil presque tous les jours. Oui, exactement. Tout est presque. Les matins, il y a du soleil, l'après-midi, il y a la pluie. C'est exceptionnel. Et puis, chacun son lifestyle, mais il y a un super équilibre entre super resto, super vie un peu cosmopolite. Et pour ceux qui aiment la nature, vous kitez le week-end, vous faites de la voile, vous faites du trail dans les montagnes. Enfin, moi, je trouve que c'est fantastique. Donc, go Dublin. Go Dublin. Et donc, tu as fait combien de temps à Dublin en tout? 2 ans. 2 ans. Et après, Paris. opportunité de quitter le nid. Oui. En toute transparence, unpopular opinion, c'était une volonté. J'ai adoré Google, j'ai extrêmement appris, mais l'envers du décor, c'est que c'est une énorme entreprise. Il y a des milliers de personnes qui travaillent chez Google, et j'ai assez rapidement senti que pour briller, toujours, ça allait être très compliqué. Vous êtes en concurrence avec des gens qui sont exceptionnels, il y a beaucoup de monde, donc si vous voulez gravir les échelons, si vous voulez vraiment vous projeter dans un carrière pass, je voyais les difficultés. Et donc je me suis dit, ok, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen de gravir plus vite les échelons, de prendre un rôle plus senior dans un environnement que j'aime aussi? Et c'est pour ça que j'ai commencé à regarder des entreprises tech un petit peu plus petites que Google, en me disant, j'ai l'expertise maintenant grâce à ce que j'ai appris chez Google, mais je vais dans une entreprise qui est un peu plus petite. Alors, toute chose égale par ailleurs, c'était quand même Pinterest. Qui avait combien de millions d'utilisateurs? Quand je suis arrivée, franchement, il devait pas encore être à 300 millions. Ok. Donc par rapport à Google, c'était quand même vraiment plus petit. Ouais, tu vois. Google, 9 plateformes à 1 milliard d'utilisateurs. Exactement. Mais 300 millions, ou presque, c'est quand même énorme. C'est énorme. Ils avaient la particularité de ne pas avoir encore leur solution publicitaire en France, c'est ça en Tout fait à quand fait. t'es arrivé? Tout à fait. Et du coup, exactement, je commence un petit peu à rencontrer des gens qui travaillent chez Pinterest, notamment à Dublin. Il y avait les premiers bureaux européens de Pinterest qui avaient ouvert à Dublin, parce que Dublin est une plateforme assez connue pour le go-to-market européen des boîtes tech. J'avais reçu des propositions d'emploi pour aller chez Pinterest à Dublin pour faire le même travail. Et j'ai répondu à la RH, non, quitte à faire le même travail, autant le faire chez Google. Moi, ce que je veux, c'est un challenge. Ouais. Et on s'était bien entendu avec la RH. Elle m'avait rappelé quelques mois après. Elle m'avait dit, bon, ok, j'ai un challenge pour toi. On ouvre les bureaux à Paris, est-ce que ça te dit? Énorme. Et là, c'est parti. Et donc, tu faisais partie des premiers employés du bureau Pinterest? Ouais, on était 5. Waouh. C'était trop chouette. Et du coup, comment ça s'est passé? Comment tu ouvres un marché quand tu passes d'un acteur qui est leader sur ces solutions, qui accompagne quasiment toutes les entreprises, il n'y a pas 100% de pénétration de marché, mais voilà, quasi, à une solution qui est peu connue. Comment tu t'y prends? Alors, en fait, Pinterest, il y avait quand même un point commun avec Google, c'est que c'est quand même une entreprise qui a été montée par des Googlers. Donc bon, en termes de process, d'outils, encore une fois, je rebondis beaucoup dessus, mais c'est tellement important. C'était quand même très carré. Et je m'en rends compte aussi avec le recul. On avait quand même des solutions qui étaient vraiment prêtes à l'emploi, prêtes à la vente. La vraie différence avec Google, c'est qu'il n'y avait pas d'awareness en France. C'est-à-dire que les gens connaissaient Pinterest. Ah ouais, l'app. Ah ouais, Pinterest. Mais personne ne l'utilisait. Et en fait, quand les gens n'utilisent pas la plateforme... Vas-y, je te laisse terminer ta phrase. Quand les gens n'utilisent pas la plateforme, c'est extrêmement compliqué de leur faire percevoir la valeur ajoutée. Challenge. Comment tu pitches Pinterest à quelqu'un qui ne connaît pas Pinterest? Mon pitch pour Pinterest était très simple. Et prenons un exemple, un retailer, Decathlon ou Ikea. Tout à fait. Ikea, très bon exemple. Les personnes qui ouvrent l'app Pinterest... Ça prend des photos. Stressant. Donc, les personnes qui ouvrent l'app Pinterest sont des personnes qui sont en recherche active d'inspiration. Vous n'ouvrez pas Pinterest pour scroller comme sur Instagram ou sur TikTok. Vous ouvrez Pinterest que vous avez envie de trouver de l'inspiration. Donc, quand vous êtes un retailer, c'est le signal le plus fort pour vendre. C'est tout. L'intention d'achat. Exactement. Au final, tu retrouves du search. C'était un search avec du visuel. Donc, c'était de l'intention visuelle. C'est exceptionnel. Magnifique. Sauf qu'en fait, c'est ça qu'il fallait faire comprendre. Parce que les gens, comme ils n'ouvraient pas eux-mêmes l'app pour chercher leur canapé Ikea sur Pinterest, c'était là, ah bon, vraiment?
ah oui, ça a l'air cool, mais moi, je l'utilise pas. Et ça a été très long. Et en fait, on s'est rendu compte sur le marché français, avec toutes les équipes, que le produit était exceptionnel. Les gens qui ouvraient vraiment l'app à l'époque cherchaient vraiment un canapé. Donc, il y avait des résultats ensuite pour les annonceurs qui étaient très, très bons. Mais ça a pris du temps d'éduquer le marché sur la plateforme. Et ça a été un challenge presque plus marketing, presque plus comme, tu vois, qui t'ouvre les yeux sur d'autres sujets, qui a été ultra intéressant. Mais les heures passées à éduquer sur la plateforme, on les compte pas. Et alors, du coup, ton métier, ton quotidien, il ressemblait à quoi? Tu avais des pitch clients. Alors, il y a aussi une particularité qui était, tu passes d'un rôle d'account management client existant, avec des budgets que tu fais croître, à un rôle new business. Tout à fait. Sur une solution peu connue, avec de l'éducation. Donc, ton quotidien, il ressemblait à quoi concrètement? Donc, quand je suis arrivée chez Pinterest, c'était encore un tout petit peu le début. Donc, c'était pas très clair, mais grosso modo, j'étais dans l'équipe qui s'occupait de tous les sujets non retail. Donc, beauté, CPG, alcool, enfin tout ce qui se vend grosso modo en grande surface et où c'est dur de traquer les conversions. Sur du reach, du coup, c'était plus des annonceurs exactement qui sont plus sensibles à la notoriété, au reach, etc. Parce qu'ils ont plus de budget aussi peut-être. Ils sont moins regardants du budget sur la perf. Exactement. En fait, ils ont moins les moyens de comprendre la performance. Donc je sais pas si c'est qu'ils ont. Tu vois, je pense que c'est juste qu'ils ont moins de moyens de bien comprendre les performances parce qu'ils n'ont pas cette vente en ligne que tu peux traquer et que tu peux comprendre. Ouais, tu peux expliquer peut-être pour ceux qui nous regardent quand on parle de performance et de notoriété, juste. Bien sûr. Nous expliquer en 2 mots. Évidemment, quand vous êtes un annonceur, quand vous vendez quelque chose, vous suivez souvent ce qu'on appelle le funnel de conversion. Donc, admettons que vous vendiez un yaourt. Pour vendre votre yaourt, il faut que les gens ils connaissent votre yaourt. Donc, c'est l'awareness. Il faut qu'ils aient envie de goûter votre yaourt. Donc, il faut qu'ils le considèrent. Donc là, c'est toute la phase qu'on appelle de considération, de désirabilité. Et ensuite, il faut qu'ils l'achètent. Quand vous vendez un yaourt, vous pouvez beaucoup influencer sur la partie awareness et considération, avec de la publicité, avec des dégustations à côté de, je sais pas, de gares ou choses comme ça. Mais vous ne savez pas quand et où les gens vont acheter votre produit. Quand vous êtes Ikea, vous pouvez influencer sur les 2 premières parties. Et ce qui est génial, c'est que quand les gens décident d'acheter, ils achètent sur le site, donc vous savez quand et après quel parcours de découverte ils achètent. Donc, moi, je m'occupais justement des yaourts. Donc, c'est compliqué les yaourts. C'est compliqué les yaourts. Voilà. Parce que quand la personne prend le yaourt dans son supermarché, il n'y a pas un tracking en ligne il y a eu un clic, une impression, une mise au panier, un achat. Je peux pas dire c'est grâce à Pinterest ou c'est grâce à n'importe qui. Donc, oui, c'était des discussions intéressantes, mais tout ça pour dire que j'étais sur ces types de clients. Je me suis rapidement spécialisée sur l'alcool, c'est rigolo. J'accompagnais Pernod Ricard, Bacardi, Heineken, etc. Donc oui, mes journées type, c'était beaucoup de temps de préparation de meetings, donc de prospection, aller à des événements pour rencontrer les gens, écrire des emails, aller sur LinkedIn, donc prospection, meeting pour présenter la valeur justement. Et une fois que la valeur était perçue, vente d'une solution publicitaire sur Pinterest. Tout ça en collaboration avec les agences médias, qui en France en tout cas beaucoup accompagnent ces gros vendeurs de yaourts dans leurs achats médias. Donc c'était une journée un peu en triptyque avec préparation des meetings, alignement avec les agences, perception de la valeur par les clients et ensuite lancement des campagnes. Très très cool, hyper stimulant. Tu faisais ça m'intéresse, petite question, petit challenge. C'est parti. Meeting client, tu as dit où tu dois présenter la valeur et en même temps vendre et convaincre. Et est-ce que ça amène à des décisions budgétaires? Oui. Pour toi, c'est quoi un meeting sales réussi? Ou comment tu l'organises ton meeting sales? Oui. C'est peut-être 2 questions différentes en soi. Je vais le prendre en 2 questions, ce sera plus simple. Pour faire un bon meeting de démo, parce qu'en fait là, tu montres ton produit et tu fais comprendre ta valeur, il faut absolument que tu aies fait une bonne préparation. Dans le monde B2B SaaS, ça va être ce qu'on appelle la discovery, le discovery call. Nous, c'était de la préparation plus. Si tu arrives en meeting et tu sais pas ce que vend ton gars, tu sais pas combien il le vend, tu sais pas quelle marge il fait, tu sais pas qui sont ses concurrents, ça va mal se passer. Donc, un bon meeting de démo, c'est un meeting qui est préparé. Ça, c'est la première réponse. Ensuite, ma technique de vente, moi, en tout cas, la manière dont j'opérais, c'est... moi, j'aimais beaucoup ce qu'on appelle la mesure. Donc, la mesure, c'est toutes les solutions.
justement pour essayer de mieux comprendre le passage de l'étape dont on parlait avant, donc d'awareness à considération à vente. Pour donner des exemples concrets, ça peut être des mesures de clics, ça peut être des mesures de taux de vue sur les vidéos publicitaires, mais ça peut aussi être des études plus complexes avec des panels, des questions pour que les gens disent j'ai vu ta pub et maintenant j'aime plus ton produit. Ça s'appelle prendre le par exemple. Et c'est génial, oui. Ça c'est exceptionnel et je trouve que justement ça nous permettait de pallier à ce problème de vous savez pas trop si ça achète en magasin, mais au moins moi je suis là pour vous accompagner le plus bas possible sur à quoi a servi Pinterest pour aller jusqu'en bas. Et ça, c'était quelque chose que je mettais beaucoup en valeur auprès de ses clients, parce que ça les rassurait beaucoup. Parce que justement, aujourd'hui, quand tu es un vendeur d'alcool et que tu vends la majorité de tes produits chez Carrefour, par exemple, avec toute, évidemment, l'économie un peu compliquée en ce moment, etc., choisir où tu mets tes euros de médias, c'est un stress. Il faut que tu le justifies à tes directeurs, qui doivent le justifier à leur board, à leurs actionnaires. Donc, tu peux pas dire Pinterest, c'est cool, ça a l'air sympa, j'y vais. En fait, Pinterest, quand ils font des brand lift studies, donc c'est une des études, on se rend compte que c'est 50 fois plus efficace que quand on le fait sur TikTok. Ça balance les termes. C'est pas les vrais chiffres. Mais c'est génial parce qu'en vrai, là, on se rend vraiment compte de la difficulté du sales sur la vente d'une solution nouvelle où tu es en concurrence sur un budget qui va déjà partir un peu chez Meta, donc Meta, Facebook, Insta, qui va déjà partir un peu chez Google. Alors peut-être pas sur de l'alcool parce qu'ils ont des restrictions un peu sur ce secteur, mais où ce qu'ils vendent, c'est du ROI. C'est de la mesure très précise de pour chaque euro investi. Exactement. Tu vois le nombre de personnes que tu touches, tu vois le nombre de chiffres d'affaires que tu as généré. Exactement. Et donc toi, quand tu arrives et que tu vends un média qui n'a pas encore ce tracking parce que la solution est récente, etc., pour convaincre quelqu'un de mettre un budget, tu dois trouver des moyens. Et le Brand Lift Survey, c'est magnifique. Ouais. Brand Lift Survey, pour ceux qui ne savent pas, c'est il y aura un groupe qui sera exposé à ta publicité, un groupe qui ne sera pas exposé à ta publicité, et tu vas leur faire des enquêtes, un entretien, qui va mesurer l'impact sur la mémorisation de la marque, sur l'intention de l'achat, sur la considération à acheter. Ce qui fait que derrière, tu as un pourcentage précis de mesure de les gens qui ont été exposés, en moyenne, ont 20, 10, 50% de plus d'intention d'achat que ceux qui ne sont pas exposés. Donc, ça marche, investissez. Exactement. Le bon de commande est ici. Ok, c'était quoi alors, si tu peux répondre, je ne sais pas, mais la taille d'un deal moyen chez Pinterest, par exemple Alors, je ne sais pas si je peux répondre. Ça se compte en dizaines de milliers d'euros, plusieurs dizaines de milliers d'euros, parce que c'était le prix qu'il fallait mettre pour avoir un reach, donc pour toucher suffisamment d'utilisateurs pour avoir de l'efficacité. Ok. Donc tu passes sur des deals plus petits que ce que tu avais avant, par exemple chez Google? Pas forcément. Pas forcément. Ça dépendait. Non, c'était parce que chez Google, avec les mid-market, on était aussi sur des dizaines de milliers d'euros. Sur la campagne, j'entends. Après, par campagne, voilà. Okay. Pas à quand tu réfléchis à l'année, au début, oui, mais ça a quand même grossi. Ok. Et donc, vous étiez 4-5 au début. Quand t'es parti, vous étiez combien? Alors, je sais plus combien on était quand je suis partie, mais j'ai revu mes anciens collègues il y a quelques jours et je crois qu'ils sont plus de 70 maintenant. Oh là là. C'est stylé de se dire, j'ai été l'employé numéro 5. En France, sur les sales. Mais en oui. France, oui. Mais oui, en effet, c'est hyper excitant. C'est ouf. Et alors là, à nouveau, tu te challenges. J'adore cette notion de... Je parle toujours de la courbe de ta carrière, en fait, qui ne fait qu'évoluer. Et c'est que des tremplins vers la suite. Et donc toi, t'as Google, t'as Pinterest. Et là, le saut qui suit, c'est quoi? C'est WeTransfer. Et c'est la même histoire que celle de Google. J'ai adoré Google, j'ai adoré Pinterest. Quand je suis arrivée chez Pinterest, j'étais très jeune par rapport à mes collègues. Donc, j'ai passé 4 ans pour récupérer tout ce que j'avais à apprendre par rapport à mes collègues. Et au bout de 4 ans, j'avais envie de manager. Parce que voilà, j'avais vendu, j'avais appris à vendre, j'avais pris énormément de plaisir, mais je sentais qu'il y avait que maintenant, le step d'après, le challenge d'après, c'était manager. Et voilà, chez Pinterest, c'était compliqué parce que beaucoup de gens veulent manager chez Pinterest. La même chose que chez Google, en fait. Je me suis rendu compte que si je voulais vraiment accomplir mon next move de carrière, ça me prendrait plus de temps si j'attendais chez Pinterest. Donc, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas une opportunité ailleurs, toujours dans le secteur que j'aime, mais pour manager? Et là, c'est là que les 1% de chance dont on se parlait au début sont arrivés. J'avais rencontré une personne au Mexique en vacances, donc partez en vacances, c'est peut-être votre prochain travail, qui travaillait chez WeTransfer, qui m'a appelé et qui m'a dit qu'il cherche quelqu'un pour ouvrir la France.
Et après, 99% de travail. J'ai préparé tout le business case. Combien de sales, combien d'investissements marketing, quelle agence voir en premier, quel client voir en premier, quel USP. Enfin bref, j'ai travaillé. J'ai présenté le business case et j'ai été prise. Bravo, masterclass. Ouais, c'était chouette. Parce que là, on est encore sur une solution, je pense que le challenge est encore plus grand sur du WeTransfer. On n'est pas sur une plateforme utilisée, enfin si, c'est une plateforme quand même utilisée par des millions d'utilisateurs, mais l'aspect média, il est tout neuf. On n'est pas sur un social media, en fait. Exactement. Bah, la différence de Pinterest, tout le monde connaît WeTransfer. Enfin, tout le monde, quand je suis arrivée chez WeTransfer, tout le monde connaissait et avait déjà utilisé WeTransfer. C'est surtout ça la différence, c'est quand tu l'as utilisé. Ouais. Mais personne ne savait que tu pouvais faire de la pub sur WeTransfer. Ouais. Donc, autre sujet, autre problématique. Problématique aussi les années passant dans le monde du média, la concurrence s'intensifie avec une économie qui se contracte un petit peu. Donc, ce qu'on disait juste avant, encore plus de réflexion sur l'euro investi dans le média. Oui. WeTransfer, c'était une solution qui était très simple, très impactante, mais beaucoup moins bas de funnel. Donc, on revient sur notre funnel, toujours la slide qu'on a en tête. Exactement. Donc, d'autres enjeux couplés à un enjeu de construction d'équipe et de management que j'ai adoré et qui a été... et heureusement que j'ai fait ce move. Je suis vraiment hyper contente. Génial. Comment tu l'as vécu, ce move, justement, cette création d'équipe, ce management que tu n'avais pas forcément avant? Écoute, c'était encore une fois un peu comme Google. Je suis arrivée fière comme un bar tabac, trop contente d'avoir réussi à passer l'étape et à prendre la nouvelle casquette. Ton poste exactement, dis-le-nous. J'étais Country Manager France et j'étais Head of Sales IMIA. Donc je m'occupais aussi des marchés Benelux et Italie. Scope international, magnifique. Super scope. Franchement, super opportunité. Donc t'es trop content, t'arrives et puis jour 1, et là on te dit bon bah... Let's go. Let's go. Tu fais quoi? Et là, quoi, le ton syndrome plan de l'imposteur, il arrive sur toi, mais comme une comète, quoi. Vraiment, c'est... Et tu fais quoi pour le gérer, celui-là? Moi, je suis un peu une malade un peu des to-do list, de l'organisation. Je suis très rigoureuse, etc. Donc là, je me suis pris une feuille A3. C'est pas une blague. Et je me suis dit, OK. A3 parce qu'il y a du taf. Exactement. C'est pas une A4, tu vois, c'est une A3. Et j'ai dit, bah là, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche? Vas-y, quel est sur ce que tu peux partager, voilà, tu te dis ma vision, déployer WeTransfer en France, gérer l'équipe Benelux, IMIA. Italie. J'avais Europe hors UK qui était un énorme marché existant. C'est quoi ton plan d'action? En 3 points ou en 4? Ouais. On va se concentrer sur la France, c'est plus simple. On peut se concentrer sur la France. Sur l'ouverture de marché, ça te va? On peut se rester high level. Ouais. En 3 points. Je peux te dire, c'était ma strat. Vas-y. Que tu as préparé pendant tes entretiens? Et que j'ai affiné avec la connaissance du produit, évidemment. La première chose je pense qu'il faut faire quand tu rentres dans un marché, c'est adapter ton produit aux besoins du marché. Donc, tu as un premier travail de product market fit. Comment est-ce que est-ce que mon produit a bien un product market fit? Et si oui, comment est-ce que je le présente au marché? Exemple hyper concret pour WeTransfer. Dans les marchés pas français, on disait WeTransfer, c'est très créatif. Il jouait beaucoup sur la créativité du format. Oui, parce que tu as une énorme page où tu peux faire... c'est littéralement le WeTransfer.com. C'est l'image que tu as derrière. Moi, je me suis dit, en France, ce qui va marcher, ce qui est tendance en ce moment, ce qu'il faut dire, c'est WeTransfer, c'est très bon pour l'attention. L'attention, c'est un nouveau indicateur de performance de la publicité qui te dit le nombre de secondes avec les yeux sur l'écran que tu passes avec une publicité. Et forcément, WeTransfer, t'es full screen. Donc, quand tu ouvres WeTransfer, en fait, tes yeux, techniquement, ils étaient dans la pub. Donc, le temps attentif avec les yeux sur la pub, il est, mais pour le coup, ça, c'est des vrais chiffres, il est 20 fois meilleur que n'importe quel petit format. Exactement. Ouais. Et en France, quand j'étais arrivée chez WeTransfer, c'était un peu le nouveau truc. Attention publicitaire, attention. Je dis, mais nous, on y va plein gaz, en fait. Il n'y a personne qui s'est positionné. C'est comme ça qu'on entre. OK. Donc, le market fit avec la créa, l'angle créa. Mais du coup, que j'ai un tout petit peu modifié en angle attention. Ouais, OK. On arrive sur le marché avec attention publicitaire. Donc ça, c'est product market fit, première chose. OK. Deuxième chose, c'est l'opération. Comment est-ce que tu vas opérer sur le marché? Tu as besoin de quoi? Tu as besoin de gens déjà. Combien? Quelle seniorité? Pourquoi? À qui tu vas vendre? Comment tu vas opérer tes ventes? À des agences? À des clients en direct? À des partenariats? Tu vois?
Donc toute cette partie, la deuxième partie, c'était vraiment People. l'opération. Plus que l'opération, people. oui, C'est vraiment l'opération. comment tu opères sur le marché. Donc c'est quels gens, pour quels clients, avec quels outils, on y revient, et quels process. Ouais. Pour WeTransfer, on n'avait pas un budget unlimited, il fallait qu'on soit très efficace. Donc moi, j'ai recruté 4 sales qui étaient rattachés aux 4 plus grosses agences médias du marché. Et à partir de là, c'était, toi, tu es responsable de cette agence et tu bourlingues. Genre, t'y vas, quoi. Et après, la troisième chose qui est hyper importante et qui est souvent, que j'avais moins eu l'occasion de faire avant, c'est la partie RP, marketing. Parce que c'est bien d'avoir des sales qui vendent aux agences, c'est bien d'avoir la bonne offre, mais en fait, tu as besoin de cette visibilité. D'être connu. Exactement. Et donc, il y avait un très, très gros pan sur la partie... J'en ai presque fait un pan. Alors que normalement, ça rentre dans l'opération presque. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Moi, j'ai dit, on est microscopique. Enfin, on est connu, mais en publicité, on est microscopique. Alors qu'on est super cool. WeTransfer, ça a quand même un truc un peu sympa. Et donc, j'ai bossé avec une Respo PA, RP. Et on a fait, mais la tournée des magazines, un peu des podcasts, etc. Forbes, Strategy. Exactement. Pour raconter l'histoire. Trop bien. Et voilà, c'était bien. Je vois le temps qui Ouais. court. Ce que tu décris là, c'est ce que tu fais maintenant au quotidien. Ouais. Ta compagne, je te laisse en parler. Ouais. Tu as décidé du coup, en dernière étape, de te lancer à ton compte pour lancer Helio. Ouais. Pitch-nous Helio. J'ai décidé... J'ai pas buzzé, attention. C'est hyper dangereux ce verre. J'ai décidé en début d'année de lancer Helio, qui est un cabinet de conseil en stratégie commerciale qui accompagne les entreprises dans leur accélération commerciale. Comment est-ce qu'on le fait concrètement ? On vient placer des talents dans l'entreprise pour justement effectuer la conduite du changement et opérer les ventes. On met des vrais collègues, parce que les gens viennent dans s'insèrent dans l'entreprise comme s'ils étaient des employés, pour justement aider sur la partie go-to-market, dont ce qu'on disait avant, ton produit c'est quoi, à qui on le vend, comment est-ce qu'on va le vendre. Et une fois qu'on s'est mis d'accord sur ça, on opère. Les gens qu'on cible aujourd'hui, c'est des entreprises qui sont dans des moments, dans ce que j'appelle des événements commerciaux, donc des moments un peu charnières de... je suis une start-up, j'ai commencé à vendre avec mon CEO, avec des premiers sales, etc. On a réussi ensemble à générer les premiers millions d'euros de revenus. Et c'est exceptionnel déjà, c'est dur. Et là, je suis dans un événement de mon entreprise où, par exemple, je lève des fonds, où, par exemple, j'ouvre un nouveau marché, où, par exemple, je lance un nouveau produit. Et là, je sens qu'il faut passer à l'étape du dessus. Et qu'il faut que je m'équipe en stratégie, encore une fois, outils, process, nouveaux talents pour opérer ce changement. Donc nous, on vient là. C'est là notre valeur ajoutée, c'est vous avez commencé, vous êtes au taquet, nous, on vient vous lifter Lift up. up. Exactement. C'est le vrai scale. Tu fais pas Exactement. passer de 0 à 1 parce qu'ils l'ont déjà fait. Exactement. Et même plus que 1 parce que tu parles de millions d'euros globalement de Souvent, c'est un peu plus que chiffre 1. d'affaires. On vient dépasser les 10 là. Et après, ok, les 10. Ouais, on cherche à dépasser les 10 dans la grande part. Magnifique. Voilà. Comment tu te sens dans ce début d'aventure ? Ça fait combien de temps ? Ça fait 6 mois. 6 mois. Et alors, le passage salariat à entrepreneur, il est comment ? Moi, je trouve ça génial. Je trouve que c'est beaucoup de liberté. Il y a un côté très galvanisant. C'est aussi très dur, on va pas se mentir, les cernes. Parce que je trouve... Enfin, je sais pas si tu le vis toi aussi, Hugo, mais tout est très relié à toi. Quand t'échoues, c'est ta faute. Quand t'échoues chez Pinterest, c'est chiant. Mais t'es un peu caché derrière la montagne Pinterest. Là, quand t'échoues, c'est toi. Ouais. Ça, c'est dur. Quand tu réussis aussi, c'est toi. C'est vrai. C'est vrai. Et donc, les highs sont très high et les lows sont très low, je trouve. Ça va se lisser. J'ai bon espoir. Mais c'est exceptionnel. On a eu la chance d'accompagner déjà 4 clients. Ouais, donc c'est ouf. Des clients qui étaient exactement dans ces situations pré-post-levée de série A, série B. Et en fait, c'est juste... Enfin, moi, je trouve que l'accompagnement est juste trop génial. Tu t'accompagnes des CEO et des équipes commerciales qui sont ultra motivées, qui ont envie de passer à l'échelle. Donc, c'est... J'adore vraiment le parcours que tu nous as décrit aujourd'hui, ou comment un métier de sales dans la tech t'a donné les clés pour là lancer encore ta carrière dans
dans une autre direction qui continue à te passionner, à te driver? C'est la force du métier de sales. Parce qu'en fait, quand tu sais vendre un produit, tu sais te vendre toi. Donc tu fais ce que tu veux en fait. Quand tu sais vendre un produit, tu sais te vendre toi. Je Ouais. pense qu'on va conclure sur cette belle Avec phrase. plaisir. Merci beaucoup Noémie. Merci Hugo. J'ai passé un très bon moment. Moi aussi, Tu as apporté beaucoup de valeur à nos auditeurs j'espère. et on se dit à bientôt. Ouais, carrément. Merci Nono. Ciao. Ciao.